Nous venons de voir la première partie du film de Pierre Beuchot, Hôtel du Parc, et nous allons avoir une discussion sur un problème grave, les rapports entre Vichy, la France et les Français. Et pour ce faire, nous sommes avec Robert Paxton, dont on connaît le livre La France de Vichy, qui date de 1973, mais qui a été un choc pour l'opinion française, et avec René Raymond, dont La droite en France, devenu Les droites en France, livre antérieur, continue à être un des plus grands livres politiques de notre temps. Nous parlerons peut-être du film une fois que nous l'aurons vu complètement, pour voir ce que signifie une transcription filmique d'un problème historique. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes une année où un procès fameux nous occupe, en 1997, et ce procès pose un problème grave, savoir est-ce que quand on était dans Vichy, on pouvait résister comme administrateur ou comme autre chose. C'est une question que je pose à Robert Paxton. Vieux problème, puisque François Mitterrand a écrit un livre qu'on ne connaît guère, Les prisonniers de guerre devant la politique, qui date de 1945, dans lequel déjà il posait ce problème, lui qui était chargé des prisonniers à Vichy, de la résistance de ses services, dans la mesure où ces services donnaient des faux papiers aux prisonniers évadés, etc., où ils voulaient, plus tard, en 1945, constituer un parti de prisonniers, si j'ose dire. Alors, ce problème de la résistance dans Vichy est un problème qui en pose un second. Est-ce que l'armistice, d'une part, puis la Révolution nationale et la politique suivie, était, Robert Paxton, un choix politique ou une échéance inéluctable? À mon avis, ils sont tous les deux des choix. Bien sûr, la défaite militaire en juin 40, c'est écrasante, mais la possibilité de continuer la guerre en Afrique du Nord existait. Il y a beaucoup d'articles qui traitent de ce sujet et qui montrent que l'armement disponible en Afrique du Nord était très faible, mais Hitler aussi n'avait pas les moyens de lancer une invasion de l'Afrique du Nord. À mon avis, il avait pu rassembler une force énorme sur la frontière nord de la France, mais en bord de la Méditerranée. Il était plus loin de Berlin que Moscou. À la limite de ces lignes de ravitaillement et de commandement, sans bateau, sans ressources. Il n'a pas pu traverser la Manche. Comment est-ce qu'il aurait pu traverser la Méditerranée? Donc pour moi, l'armistice, c'est un choix. C'est un choix à ne pas continuer la guerre depuis l'Empire. Mais on peut envisager quand même de faire un armistice et ensuite avoir un régime de simple gérance. Comme on a eu en Hollande, en Belgique, on a des administrations qui sont là pour maintenir l'ordre, pour nourrir le pays, pour garder les services, pour faire maintenir la vie, sans prendre des options sur l'avenir, sans changer la Constitution. Mais Vichy, et c'était certainement un choix, parce que les Allemands n'ont pas demandé, Vichy a choisi, a imposé une révolution nationale, c'est-à-dire à commencer tout de suite, sans attendre le départ des troupes d'occupation, à changer la constitution de la France, de changer les valeurs de la France et de créer une France nouvelle sous les yeux de l'occupant. C'était un choix. Mais est-ce que ce choix était en quelque sorte prémédité, René Raymond? Oh, je ne crois pas, parce que personne ne prévoyait la défaite de la France. Je crois que c'est une surprise absolue, aussi bien pour ceux qui vont l'exploiter que pour les autres. Quand je crois que certains rêvaient peut-être d'un changement de régime, mais ils ne s'imaginaient pas que ça pourrait se faire à l'occasion d'un désastre militaire. Je crois que c'est la situation qui crée brusquement une conjoncture que certains vont utiliser et exploiter. Alors les uns le font délibérément, et d'autres parce qu'ils pensent que la défaite démontre que le régime antérieur a été impuissant, par conséquent il faut chercher autre chose. Alors pour en revenir à la question que vous posez, je crois qu'effectivement Robert Paxton a raison de dire que l'armistice n'était pas la seule issue possible. Et aujourd'hui nous le savons bien, puisque les événements l'ont démontré en quelque sorte. Mais il faut distinguer entre les données objectives et ce que la plupart des intéressés ont cru. Et il est bien certain que le choc est tel, la surprise est si grande qu'on imagine guère qu'au fond, il faut bien voir que la plupart considèrent que cette guerre-là, elle est perdue. Alors on en gagnera peut-être une autre,
la France a gagné en 18, elle perd en 40, ben on verra pour ce qui est de la belle. Et que par conséquent, il y en a très peu qui résonnent en dehors de l'Hexagone. Et même au fond, quelle qu'ait été la ferveur impériale depuis 1937-38, au fond, on ne croit guère à la possibilité d'une résistance extra-métropolitaine. Sauf un moment, il faut se rappeler quand même que plusieurs des commandants en chef à l'extérieur y ont cru, à commencer par Noguès. Pendant quelques jours, Noguès, résident général au Maroc, y a cru. Au Levant, il en va de même, en Syrie, au Liban. Par conséquent, ceux qui sont sur place ne considèrent pas que cette idée est absurde. Mais le maréchal Pétain est un terrien français, le reste n'existe guère, et au fond, la plupart de l'opinion partage son sentiment. Quant à l'Angleterre, tout le monde croit qu'elle ne résistera pas. Par conséquent, la guerre est momentanément ou définitivement perdue, et on imagine guerre. Et puis on raisonne par analogie. Au fond, on raisonne 1918, l'Allemagne, prévoyant qu'elle va être battue, signe l'armistice. En 40, la France est battue, elle signe l'armistice. Et au fond, il y en a eu peu à s'arrêter à la solution intermédiaire d'une capitulation militaire qui laisserait au gouvernement la possibilité de poursuivre la guerre au dehors. Et l'exemple de la Belgique ou des Pays-Bas ou de la Norvège est trop récent, et au fond la guerre était connue, n'a pas été suffisamment méditée. Je crois qu'au fond, je ne pense pas que cette hypothèse ait été sérieusement retenue par la plupart des politiques. Quant aux militaires, ils n'en veulent pas. Parce que le général Weygand le dit bien, ça serait le déshonneur pour nos armes. Par conséquent, il faut que le gouvernement signe. Ce n'est pas l'armée qui va signer une reddition, c'est le gouvernement qui signe un armistice. Et puis, comme vous l'avez dit, on est persuadé que l'Angleterre aura le cou tordu comme un poulet. C'est l'expression. C'est ce que dit Weygand, en 15 jours. Tout de suite. Mais alors, pour en revenir à cette résistance que ce gouvernement de Vichy aurait pu mener, on sait là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord, qu'en 40, l'armée de l'armistice est là, on cache des armes, on a l'idée que peut-être il y aura quelque chose de possible dans 10 ans, dans 20 ans, sait-on jamais, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'à l'intérieur du gouvernement de Vichy, comme on a tendance à le dire de plus en plus aujourd'hui, à tort ou à raison, Robert Paxton, est-ce que c'est crédible, cette attitude de résistance du régime lui-même? Mais on pourrait sûrement résister partout. On pourrait résister à l'intérieur de l'administration française, mais clandestinement, contre les autres. On a le petit nombre, mais le nombre, un certain nombre tout de même, d'administrateurs qui ont appartenu plus tard au mouvement de résistance, le noyautage des administrations publiques, le NAP. Mais la question principale, est-ce qu'on pourrait, à l'intérieur de Vichy, et en suivant ses ordres, résister? La question est difficile. Je crois que pour y répondre, il faut comprendre ce que voulaient les Allemands. Nous savons ce que Hitler voulait au moment de l'armistice, parce qu'il a dû convaincre Mussolini de sa politique. Donc le 17 juin, il y a cet échange célèbre où Hitler explique son raisonnement à Mussolini. Hitler dit à Mussolini, il faut accorder un armistice en français parce qu'autrement, il faut continuer la guerre depuis l'Empire. Et en plus, ça nous décharge de l'obligation de l'administration totale de la France, nous-mêmes, qui nous coûtera beaucoup. À ce moment-là, Hitler pense à l'invasion de l'Angleterre, il veut garder ses mains libres, il est ravi que les Français s'administrent eux-mêmes dans la neutralité, c'est-à-dire qu'ils stérilisent tout l'Empire, qui n'est pas accessible aux Alliés, et en même temps, il fait marcher la France, il maintient l'ordre, et ensuite, quand la guerre devient longue, la fonction principale de l'administration française, c'est pas seulement maintenir l'ordre, mais de fournir les produits. La France devient le principal fournisseur de ravitaillement et de nourriture et d'équipement pour les armées et d'hommes, pour les services de travail. Donc la fonction pour l'Allemagne de l'administration française, c'est de faire fonctionner les choses. Donc autant qu'on fait fonctionner les choses, on est en quelque sorte au service de l'effort de guerre allemand. Peut-être c'est inévitable, c'est peut-être inévitable. Il y a toujours la solution maximale, c'est de créer le chaos partout, et comme ça, on ne fait pas ce service aux Allemands, mais c'est le suicide.
Donc il faut quand même administrer le pays. Donc on accepte ça. Mais la position d'administrateur, c'est délicat. C'est la Révolution nationale qui fait les choses délicates. Disons qu'on est un technicien de haut niveau dans les chemins de fer. Donc c'est un service au pays pour remettre en marche les chemins de fer, pour que les Français sont nourris, qu'ils peuvent voyager un peu, mais ces mêmes chemins de fer vont prendre les Juifs à Auschwitz. Donc, quand la Révolution nationale commence à lier, surtout dans son aspect exclusionnaire et antisémite, plus tard, quand la Révolution nationale lie Vichy à la déportation des Juifs, faire fonctionner un service technique comme les chemins de fer, c'est plus la résistance. Je peux imaginer des cas où, par exemple, dans les services de ravitaillement, si on négocie, les Allemands demandent tant de tonnes de cuivre, on donne un peu moins. C'est cette manière-là qu'on peut freiner un peu. Donc j'accepte. À la limite, pour certains services techniques, on peut freiner un peu, mais quand même, la Révolution nationale donne un aspect un peu troublant à tout ça, et il faut admettre, au fond, que faire bien marcher les choses en France, ça aide à l'effort de guerre allemand. Au fond, ce que vous dites, c'est que la Révolution nationale a subverti l'esprit de l'armistice, d'une certaine façon. Oui. C'est bien votre sentiment. Ça peut fonctionner plus tard, comme ça. Oui, parce que je crois qu'il y a toutes sortes d'états d'esprit, et je ne crois pas qu'on puisse parler de résistance au sens propre du terme, je crois. Mais entre subir passivement, sans rien faire, et résister, il y a toutes sortes de degrés. Oui. Alors, on apporte plus ou moins de zèle. On peut freiner l'application, on peut gagner du temps, on diffère une réponse. Comme le dit Robert Paxton, on négocie, on essaye de faire rabattre un peu de ce que demandent les Allemands. C'est ce que font certains de ceux qui sont à la commission d'armistice à Wiesbaden, qui ont le sentiment de lutter pied à pied, en quelque sorte. Et puis alors, il y en a d'autres qui, au fond, se disent il faut remettre le pays au travail. Beaucoup de préfets, on voit, il s'agit de reconstruire les ponts, de remettre les trains en route, de donner du travail. Et effectivement, c'est équivoque, parce que d'une certaine façon, c'est toute la société française qui va, d'une certaine façon, être utilisée par les Allemands. Et puis là, il y en a d'autres, et en particulier chez les militaires. Je crois qu'il faut peut-être distinguer entre les administrateurs et les militaires, qui au fond raisonnent dans la perspective d'une revanche à préparer à très long terme. Là. Si je peux évoquer des souvenirs, moi je me rappelle notre colonel nous réunissant dans une salle de cinéma pour nous faire une conférence sur le redressement de la Prusse après la défaite de Iéna. C'était évidemment transparent. C'est en juin 40, ça. Juillet 40. Dès juillet 40, c'est à Clermont-Ferrand. Et dans le même temps, beaucoup s'inspiraient par exemple du livre de Benoît Méchain, qui illustre un collaborateur, sur l'histoire de l'armée allemande. Et il faut bien voir la symétrie. Le traité de Versailles permet à l'Allemagne de garder une armée de 100 000 hommes. La convention d'armistice permet à la France de garder une armée de 100 000 hommes. Beaucoup voient dans cette armée d'armistice le noyau qui va permettre de refaire une armée finalement victorieuse, puisque cette armée, la Reichswehr, c'est celle qui en 1940 a battu la France. Par conséquent, il y a la perspective à long terme, pas dans l'immédiat. Donc ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir une résistance sur le moment. On est battu, mais on va préparer dans 10 ans ou dans 15 ans. Notre tour viendra et à ce moment-là... C'est ce qu'Hitler pense que vont faire les Français, parce que lui aussi fait la même analogie. Ils s'en défient, ils ne croient pas au fond. Il ne croit pas que les Français vont respecter les clauses de l'armistice, et au tout début, les Français ne les Mais parce que respectent chacun pas raisonne vraiment. en fonction de l'expérience du passé. Voilà. Oui, ils ont caché les armes. C'est vrai. Mais quand l'occasion viendra de se servir de ces armes, je m'excuse de faire un saut dans le temps, en novembre 42, eh bien, on va... Oui, mais c'est là que dans l'intervalle, probablement, les responsables ont aussi changé. Ce ne sont plus les mêmes. Il faut bien voir que ceux qui, en 40-41, couvrent plus ou moins les dissimulations d'armes, qui préparent là, ceux-là ont été écartés, sont remplacés par des gens, après le retour de Laval, oui. et le 11 novembre 42, finalement, de ces armées C'est Bruno et c'est même plus Végan. De ces armées d'armistice, on ne fait plus rien, effectivement. Oui, mais il reste quand même Pétain et Laval dans les deux cas. C'est vrai. Oui. Et c'est ceux qui veulent utiliser ces armes qui vont être poursuivis en quelque sorte par la milice en 42. Oui. Là, il y a quand même une faillite dans un projet initial qu'il faut souligner. Oui. Mais alors, il y a une autre question qu'on peut se poser. C'est le problème de ce qu'incarne ce gouvernement de Vichy. C'est-à-dire, est-ce qu'il est uniforme? Est-ce qu'il a une politique déterminée? Ou est-ce que c'est pas
un régime, disons, multiforme du début à la fin? Oh bah, je crois que au départ, je dirais c'est un millefeuille, Oui. en quelque sorte, ou un artichaut qu'on va effeuiller progressivement. C'est vrai qu'au début, précisément parce que, comme l'a dit Robert Paxton, la plupart n'imaginent pas une autre solution. Dans un premier temps, ils bénéficient du ralliement ou de l'adhésion ou de l'assentiment de la très grande majorité. Et on le voit bien. Après tout, le vote du 10 juillet 40, dont il faut quand même dire que ce n'est pas forcément la fin de la République, parce que le texte dit que les pleins pouvoirs sont donnés au gouvernement de la République, sous l'autorité, la signature du maréchal Pétain. Moi, je crois que la mort de la République, elle est le lendemain, le surlendemain, c'est le coup d'État de Pétain. C'est pas au fond, les parlementaires imaginent une autre République, mais pas la fin de la République. Alors, à ce moment-là, je dirais pas qu'il y ait quasi unanimité, mais temporairement, on ouvre un crédit à Pétain, puis il y a le prestige personnel de l'homme. Ce qui ne veut pas dire qu'on fasse confiance à ses ministres, ni qu'on approuve forcément la politique qu'il va faire. Il y a des degrés, en quelque sorte. Mais alors, c'est vrai qu'assez vite, on y trouve aussi des hommes de gauche, mais on y retrouve à peu près toutes les tendances de la droite. C'est vrai que mais avec des équilibres entre les... Parce qu'après tout, Laval apparaît comme un homme de droite, mais il vient de la gauche. Si on ne peut pas dire qu'il s'identifie à la Révolution nationale. Mais à côté de ça, il y a vraiment alors des traditionalistes, des contre-révolutionnaires. C'est la première fois que l'occasion est donnée à la droite contre-révolutionnaire d'accéder au pouvoir. La divine surprise pour Charles Maurras. Oui, et il faut rappeler d'ailleurs que la formule est un peu postérieure, elle est de 41. La divine surprise d'ailleurs, c'est que dans la débâcle de la France se soit trouvé le maréchal. Oui, c'est que le maréchal est capable de gouverner. La divine surprise, c'est pas que la France s'est débattue, c'est que dans le malheur de la France, il se soit trouvé un homme providentiel. Au fond, voilà. C'est l'expression du providentialisme. Alors évidemment, avec tout un éventail, vous avez à la fois des libéraux de droite, des réactionnaires de droite. Dans un premier temps, l'inspiration générale de la Révolution nationale, elle est d'extrême droite. La Révolution nationale, c'est la contre-révolution. Et on le voit bien, et le maréchal y apporte son accord. Laval est probablement plus réservé là-dessus. Alors, avec le temps, il va y avoir une partie de ceux qui, au fond, n'adhèrent au régime, qui sont des patriotes de droite, vont peu à peu s'éloigner. Il y a tout de même les ministres qui quittent le gouvernement lorsque Laval revient en avril. C'est même assez significatif. Pour ne prendre qu'un exemple, le cas d'un Carcopino, par exemple, historien, qui incarne bien le patriote, le combattant de Verdun, l'homme d'autorité, qui rêve au fond d'un régime césarien, hein, et qui suit le maréchal aveuglément, jusqu'au retour de Laval. À partir de là, il n'est plus question pour lui de collaborer à ce gouvernement. Parce qu'au fond, il attendait probablement de ce gouvernement qu'il conduise le redressement de la France pour préparer une certaine revanche, mais pas du tout probablement pas pour collaborer. Mais alors, à côté de cette droite contre-révolutionnaire, au mieux employer ce mot, si on veut, oui, moi je crois que c'est réactionnaire, il y a aussi un pacifisme de gauche, d'ex-gauche, qui s'est en quelque sorte greffé sur la défaite. Ah, je crois que l'attachement à la paix, alors qui est un héritage de la Première Guerre, je crois que c'est la réaction à l'hémorragie meurtrière de la Première Guerre, il y a des gens qui considèrent que la paix est devenue un absolu, au fond. Et on le voit bien, il y a ceux qui, par exemple, au moment de Munich, disent plutôt la servitude que la mort, cela. Et je crois que c'est le fil qui explique. Et moi, je pense que Laval s'explique en partie par ça. Il était opposé à la guerre à la veille de 1814, il le reste toujours. Il considère qu'il y a eu une tradition pacifiste, et un certain nombre d'hommes de gauche deviennent collaborateurs par pacifisme, en fait. Et une autre partie par anticommunisme. Dans les syndicats, par exemple, ce sont les gens, avec la fusion des syndicats, avec le retour des communistes, les anticommunistes syndicaux se retrouvent à Vichy en certain nombre. Et puis, et finalement, les techniciens, François Bloch-Lenné en parle, les administrateurs, les hauts fonctionnaires qui ont enfin l'opportunité rêvée de bien faire, de bien administrer sans le Parlement, sans les syndicats. C'est la période qu'incarne un peu aussi Pucheux, à sa façon. Oui. Au fond, ce sont ceux qui rêvaient d'être débarrassés du parlementarisme, qui rêvaient d'un régime fort, où on puisse vraiment
Parce qu'en même temps, alors c'est là une des contradictions de Vichy, c'est que ce que nous disions, la droite contre-révolutionnaire rêve de ramener Vichy ou la France à la situation d'avant 89, en quelque sorte, rêve d'un retour à une France d'ancien régime. Mais il y en a qui sont au contraire modernistes, qui en fait voudraient moderniser la France parce qu'elles trouvent qu'elle a pris du retard. Oui. Il y a cette contradiction et les technocrates qui évoquent Robert Paxton, au fond, sont beaucoup plus modernistes. Ils disent maintenant, débarrassés du contrôle parlementaire, on va pouvoir faire les réformes qui s'imposent. Oui. Ça, c'est ce que... Et c'est vrai qu'il y a des aspects modernistes dans l'œuvre de Vichy. C'est ce que Paxton avait montré dès sa première édition, en 73, qu'il y avait une continuité entre les hommes de Vichy, ces technocrates, et ceux qui vont nous gouverner aussi après, d'une certaine façon. Le premier technocrate, ma mémoire d'enfant s'en souvient, c'était quand on avait dit que Guy Lachambre, à l'époque d'après le Front Populaire, on avait dit c'est pas un ministre politique, c'est un ministre technicien. C'était une nouvelle formule. C'est surtout d'Autry. D'Autry. Dautry est le prototype, c'est le modèle du technicien qui en confie d'ailleurs le ministère de l'Armement en 39-40, qui est vraiment l'homme efficace. Oui. Et alors, technicien. cette famille va peu à peu prendre le pouvoir, va en quelque sorte s'enraciner à l'époque de Vichy, c'est ce que Paxton a bien montré, et elle va survivre après coup. On en a des exemples. Oui, mais alors dans un contexte idéologique tout à fait différent, parce que c'est vrai, alors, la modernisation de la France des années après 45 est réalisée en partie par ces hommes-là, mais qui s'inscrivent dans une perspective qui alors est politiquement, idéologiquement tout autre. Tout à fait. Tout à fait. Là, d'autant que la plupart ont été dans la résistance. Ceux-là. Alors c'est vrai qu'il s'agit, comme convaincu que la France a pris du retard, il faut qu'elle rattrape ce retard. À Vichy, on pense qu'on peut le faire. Font le paradoxe de Vichy, c'est de s'imaginer qu'on peut construire quelque chose de durable pendant que la guerre continue, avec un régime qui risque d'être balayé, emporté. C'est là le... Ce régime s'est créé parce qu'on pensait que la guerre allait prendre fin. Il survit parce que la guerre dure. Et la guerre se prolongeant, il est balayé. Tandis que là, il s'agit de reconstruire à nouveau et durablement. Là. Oui. Au fond, vous dégagez trois strates. La première, qu'on pourrait appeler d'extrême droite réactionnaire, qu'incarnent les ministres à l'Action française. Oui, c'est l'Action française. Ensuite, les ministres ex-gauche, mais avant tout pacifistes, peu importe au fond leur drapeau. René Belin, par exemple. Voilà. Et puis, dans une troisième période, nous avons ce qu'on en a pu appeler tous, plus ou moins, la fascisation du régime, lorsque Déa dedans et Doriot dehors accusent Pétain et Laval, au fond, de trahir. Oui, alors là, c'est la prise du pouvoir par des gens qui ont toujours été à l'extérieur, à la fois topographiquement, puisqu'ils se situent plutôt à Paris, et qui n'ont pas cessé de critiquer le gouvernement de Vichy, et qui s'emparent du pouvoir en janvier 1944. Alors là vraiment, c'est là qu'on peut... Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au régime qu'on voit dans l'Italie du Nord, à ce moment-là, avec Mussolini, la République sociale italienne. On a vraiment un régime, alors, fasciste. Je crois que là, avec la milice qui double l'administration, qui contrôle, et on voit bien les réactions des préfets contre... et qui se substitue, en fait, Darnan à la police, Henriot à l'information. Vraiment, là... Alors, ce régime n'a plus pour lui qu'une minorité, vraiment, de l'opinion publique. Il a perdu... Sa légitimité. Oui. Bon, on a la question de Pétain et Laval. Eh oui. Parce qu'on a dit... Effectivement. Il y a deux Vichy. Il y a le Vichy de Pétain, qui jouait le double jeu, et le Pétain de Laval, qui était entièrement dans le camp allemand. Oui. Écoutez, il y a un couple là, dans l'histoire et une vicissitude. Un couple à la Ionesco, si j'ose dire. Ils sont inséparables et en même temps, ils se détestent. Ils réalisent ensemble la prise du pouvoir. Pétain se débarrasse de lui. Il doit le reprendre. Pour quelle raison est-ce qu'il le reprend en avril 1942? Est-ce qu'il a changé son jugement? Et puis par la suite encore, ils resteront associés jusqu'en Allemagne. Hein. Oui. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le fait du premier renvoi de Laval, le 13 décembre. On sait très bien que Laval et Pétain sont au fond assez d'accord pour nouer une collaboration avec l'Allemagne. Oui. On sait, grâce à Jekyll et grâce à Paxton, que les initiatives sont plus venues de Vichy qu'elles ne sont venues de Berlin. Tout ça, maintenant, c'est tout à fait clair. Mais le dispositif de collaboration n'est pas le même dans l'esprit de l'un et dans l'esprit de l'autre. Pour Pétain,
cette collaboration est une stratégie, une tactique. Tout à l'heure, vous parliez de vos officiers qui vous donnaient des leçons de stratégie. Et bien, Pétain, lui, quand il va à Montoire, il dit « je vais à Tilsit ». Je vais à Tilsit, c'est-à-dire j'opère un renversement d'alliance, mais c'est tactique, ça ne durera pas. Et il ne sait pas que ça durera, bien sûr. Alors que Laval, lui, il se situe dans sa vieille tradition pacifiste, comme le disait René Raymond. Il ne faut pas oublier qu'il était de gauche pacifiste pendant la guerre de 14. Il ne faut pas oublier qu'il était le fils chéri de Briand et qu'il a rencontré Stresemann en 1931 et qu'il a dit plusieurs fois que c'est le plus beau jour de sa vie. Il est pour la réconciliation franco-allemande et comme il le dit et le répète, il veut enterrer la hache de guerre. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, si vous voulez, c'est qu'il ne tient pas compte de la nature des régimes, que ce soit Weimar ou que ce soit l'hitlérisme. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Il considère qu'il faut se... Donc, c'est ça qui l'anime. Ça fait un premier malentendu. D'autant plus que Laval veut aller plus loin, comme on va voir et comme on le sait, dans la collaboration avec l'Allemagne, que ne le veut sans doute Pétain. Mais le renvoi de Laval n'a pas lieu pour autant que Pétain juge que Laval était trop loin. Ce n'est pas la raison, puisque quand il le renvoie, il envoie une lettre à Hitler, que j'ai vue, qui est manuscrite, donc qui est vraiment authentique, où il explique qu'il a dû renvoyer Laval, qui était un obstacle à la collaboration. Soit parce qu'il était trop impopulaire, ce qui n'est pas encore prouvé à cette date-là, mais en vérité parce que c'est Laval qui a pris en main le pouvoir des relations extérieures. Ouais. Et ça, Pétain ne peut pas l'admettre. C'est un homme assez orgueilleux, Pétain, assez vaniteux, disons plutôt, pour être équitable. Et cette façon dont Laval l'a dessaisie de la politique étrangère va le marquer, et ça va le marquer pendant toute la période. C'est le problème de toute diarchie, hein, oui. Quand il y a un chef de l'État et un chef de gouvernement. Voilà. Et après avoir envoyé Laval, bien sûr, il va essayer de renouer la collaboration comme on sait avec Darlan. Mais ce qui est important, non plus pour parler de Vichy, mais pour parler maintenant des Français, c'est que les Français ont cru que le renvoi de Laval, c'était non pas le double jeu, mais se dégager de la collaboration, et que Pétain jouait vraiment le double jeu. D'ailleurs, Hitler l'a cru aussi. Oui, oui. Puisque surtout Abetz, c'est Abetz qui a cru. Donc tout le monde l'a cru, et c'est de là qu'est né le grand malentendu, n'est-ce pas? Alors, ce malentendu s'est confirmé lorsque Laval est revenu au pouvoir. Alors, on dit que c'est sur la pression des Allemands, mais d'après ce que je crois, non, c'est Laval qui a su manœuvrer, plutôt, pour faire peur. À ce moment-là, Laval a en quelque sorte accentué son aspect pro-allemand avec son fameux discours pour sauver la France. Je souhaite la victoire de l'Allemagne pour sauver la France du bolchevisme. C'est ça son idée. Autrement, le communisme sera partout. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il va être marqué comme pro-allemand, alors que Pétain, qui était tout autant collaborationniste que Laval, va passer pour jouer en double jeu, d'autant plus qu'il le joue un petit peu avec les Américains, comme on sait. Au fond, il y a un malentendu permanent. Oui. Mais cette idée du double jeu qui persiste toujours, je crois qu'à l'époque, la plupart du Français ont dû espérer que c'était ainsi. Ou le croire. Et le croire. Oui. Mais rien n'est sorti des archives anglaises ou autres pour montrer que ces contacts qui ont certainement eu lieu ont abouti au moindre accord. Donc la politique étrangère de Pétain et de Laval n'était pas foncièrement différente. Pétain tenait à la neutralité de la France jusqu'au moment, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, qui sait, quand la France serait prête. Et pour Darlan, le raisonnement était un peu différent. Darlan disait, nous sommes, il était marin, bien sûr, après tout, les atouts de la France, c'est l'Empire, c'est la marine, nous serons les partenaires de l'Allemagne, les partenaires maritimes et impériaux de l'Allemagne nazie. Donc, au plan de relations extérieures, les trois cherchent à leur manière, mais ils cherchent tous les trois à se faire accepter dans l'Europe nouvelle de Hitler. Absolument. Parce qu'ils raisonnent tous les trois dans l'hypothèse d'une Europe allemande. Oui. L'Allemagne a gagné la guerre, ou elle va la gagner, peu importe. De toute façon, par conséquent, il faut ménager à la France une place. Voilà. Il faut qu'elle puisse survivre. Voilà. Donc, en se rapprochant, on préserve l'avenir et essaie d'obtenir... avec peut-être l'espoir à long terme que la France retrouvera sa souveraineté, son indépendance. Mais dans l'immédiat, il ne voit pas d'autre solution que de survivre sous la protection de l'Allemagne, en quelque sorte. Alors le paradoxe, c'est qu'alors que nous,
enfin moi du moins, à l'époque où j'étais jeune homme, nous croyions que le plus pro-allemand était de tous Laval, n'est-ce pas? On haïssait Laval à l'époque, enfin beaucoup de gens le haïssaient. Oui, parce que c'est lui qui symbolise. Oui, puis alors, il faisait des discours, c'est parce qu'il était avocat, il croyait que les paroles n'ont pas de portée, puisque l'avocat, il est un jour du côté des patrons, un jour du côté des employés. Donc lui, il disait, je leur vends des paroles et en échange, j'ai le retour de prisonnier. Donc nous étions tous convaincus que ces paroles, ils n'en mesuraient pas la portée, puisqu'on le haïssait, n'est-ce pas? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la seule résistance qu'il y a eu effective à une des interventions militaires, par exemple, au moment de Dieppe, c'est Pétain qui, poussé par Benoît Méchain, félicite Hitler. Oui, oui. Et Laval le calme. Laval va moins loin dans la collaboration que Darlan. Absolument. Oui, absolument. Aussi. Darlan va au-delà. Ce qui prouve qu'on a mal jugé Je crois que dans le cas de Laval, il surestime son pouvoir de négociateur. Il y a ça aussi. Je crois que c'est un homme qui se souvient. Il a traité avec Staline, il a traité avec Mussolini. Il pense qu'il pourra s'arranger avec Hitler. Il y a chez lui une espèce d'infatuation. Absolument. Et qui s'imagine qu'en définitive, il se prend pour Talleyrand en quelque sorte. Et il s'agit de faire comme Talleyrand au Congrès de Vienne, où la France va trouver le moyen d'être. Ce qui n'exclut même pas, enfin peut-être pas lui, mais Pétain au fond d'être un peu l'arbitre. Si la guerre se prolonge, que la France pourra jouer un certain arbitrage entre les anglo-saxons d'une part, l'Angleterre qui poursuit la guerre, les États-Unis qui entrent, et l'Allemagne. D'où le souci qu'ils ont de préserver de bonnes relations avec les États-Unis, en particulier Pétain, puisque jusqu'à 1942, il conserve des liens étroits. Et pourtant, oui, mais attention, les bonnes relations avec les États-Unis jusqu'en décembre 1941, c'est ces relations avec un pays neutre. C'est la neutralité. C'est une forme de cultiver la neutralité. Mais les Français ont quand même senti tout ce qui vient d'être dit, puisqu'ils se sont détachés par étapes quand même de Vichy. Alors il y a un parcours de ce détachement qu'on a mal évalué. Je crois qu'on est amené à se rendre compte maintenant qu'on connaît mieux à travers les archives et les rapports. Pendant longtemps, on a pensé que au fond, c'était l'année 42 qui faisait vraiment la coupure, le retour de Laval, comme nous venons de le dire, qui à ce moment-là compromet Pétain indirectement, et puis alors les persécutions, notamment l'été 42. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que très tôt, une partie de l'opinion se détache, ou bien qu'elle se détache d'une partie de la politique de Vichy, et au fond que son attitude est conditionnelle. Elle approuve certaines mesures et d'autres. Et finalement, relativement tôt, les rapports des préfets le montrent assez bien. Et puis, quand on y réfléchit, après tout, il y a des déclarations du gouvernement qui le prouvent. Dès le mois de juin 1941, c'est-à-dire moins d'un an après la constitution du gouvernement de Vichy, le maréchal fait reproche aux Français d'avoir la mémoire courte. C'est donc une espèce, de sa part, une reconnaissance. C'est rare qu'un gouvernement autoritaire, surtout qu'à l'époque, il n'y a pas d'opposition organisée, il contrôle absolument tous les médias, il n'y a pas de liberté d'expression. Lui-même reconnaît que... Il n'y a pas encore de guerre avec l'URSS. Il n'y a pas encore de guerre. Les communistes n'ont pas encore... Il dit les Français, et pas quelques-uns. Et il récidive 2 mois plus tard dans le fameux discours sur le vent mauvais. Je sens se lever un vent mauvais. Par conséquent, il prend acte de ce qu'une partie de l'opinion lui échappe déjà, et le critique. Alors je crois qu'il faut admettre qu'assez vite, d'abord que l'opinion, elle est majoritairement anti-allemande, donc elle n'approuve pas ce qui est collaboration, on l'a bien vu après le discours du 30 octobre, et que finalement, d'abord parce que la situation matérielle est pénible, et que les gens font porter au gouvernement la responsabilité de la pénurie, et puis que, en définitive, même certaines des initiatives ne rencontrent pas forcément l'adhésion de la majorité. Il y a l'opinion progressivement se délite, s'éloigne, réserve, et que avant même le retour de Laval, une bonne partie de l'opinion est déjà au fond, dans une opposition. Des groupes sociaux entiers. Je pense par exemple le renvoi de Végan a été très sensible aux militaires, et ils ont abandonné le régime à ce moment-là. Oui, mais il faut dire que dès le début, ce n'est pas un régime d'union sacrée. Je rêve des fois d'un Vichy qui aurait pu faire un appel comme en 1914 à l'union sacrée. Rassemblons-nous, tout le monde ensemble, et nous allons attendre la fin de la guerre, puis nous allons faire quelque chose. Mais en attendant, rassemblons-nous. Oh, pas du tout. C'est un régime d'exclusion. Et donc, dès le début, il y a des gens qui sont
exclu la gauche, les syndicats, les francs-maçons et bien sûr les juifs. Et d'autres montraient du doigt, les instituteurs. Et d'autres groupes soupçonnés comme les instituteurs. Oui. Mais l'entrée donc même dès le début, c'est pas universel. Il aurait pu être, mais c'est pas universel. Mais l'entrée en guerre de l'Allemagne et l'Union soviétique joue dans les deux sens. D'une part, les gens qui cherchent une lueur d'espoir se réjouissent, mais en même temps, tous les gens qui ont peur du communisme ont une motivation à rester avec Pétain, avec Vichy, avec Hitler. C'est un nombre qui devient de plus en plus petit, oui. Mais c'est quand même la dernière motivation qui dure jusqu'à la fin, c'est de sauver l'Europe du communisme, et donc jusqu'à la fin, il y a ce réseau écoutez, on est arrivé à peu près à la moitié de notre approche, si je puis dire, suite à la première partie du film de Pierre Beuchot. On va, si vous voulez bien, voir maintenant la deuxième partie. Et ensuite, nous aborderons d'autres problèmes des rapports entre Vichy, la France et les Français.